bienvenue, c'est le Culture Mag, le journal des arts, des spectacles, du lifestyle, avec aujourd'hui un accent sur la culture en période d'élection. Où se loge-t-elle dans les différents programmes? Y a-t-il même un budget dédié à la culture? Nous verrons tout cela avec l'expertise de Daniel Sheikh. Bonjour, merci d'être avec nous. Ex-ambassadeur d'Israël en France. Et puis, comme Daniel Sheikh est plutôt un homme de gauche, on va le dire, on va voir avec lui si dans son pays, la culture est toujours une affaire de gauche. Et puis parce que, on est quand même dans un journal lifestyle, on va regarder ça par le petit bout de la lorgnette, le look de nos hommes politiques avec la directrice du journal de mode Go Style. Voilà pour le sommaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Daniel Sheikh d'être avec nous. Valérie. Alors pour préparer cette émission, je vous ai appelé, je vous ai dit la culture, et vous avez dit, oh là là, l'émission va être très courte. Oui. Pourquoi? Oui, parce que le sujet de la culture est un non-sujet dans les élections israéliennes. Ce n'est pas une particularité de cette élection-là. Et je dois dire qu'avec mon expérience de voyage dans le monde, honnêtement, je ne pense pas que dans d'autres pays, c'est le grand sujet. Mais il est quand même sans doute plus présent en France, aux États-Unis qu'ici. Ici, c'est véritablement un non-sujet. Bien sûr. Alors, même si c'est un non-sujet, on va quand même en parler ensemble pendant le quart d'heure qui suit. J'aimerais bien, si vous voulez bien, Daniel Sheikh, qu'on fasse le petit tour des partis. Alors, je vous pose la question. Le Likoud. Le Likoud, d'abord, n'a pas de programme écrit, donc rien manque de peau et rien sur la culture, évidemment. Il n'y a rien sur rien. Bon, Naftali Bennett. Rien, non, pas pour la culture, non, pas de temps. Il y a d'autres priorités. L'Union sioniste, je vais parler à votre place parce que, il faut quand même rappeler que vous êtes aux côtés de Bougie Herzog et de Tzipi Livni et je ne voudrais pas qu'on nous accuse d'être partisans. L'Union sioniste, donc, promet la liberté d'expression sans interventionnisme. Voilà, je l'ai dit. Carlon. Carlon, avec son accent social, parle de culture, mais surtout d'ouvrir le monde culturel au-delà des bobos de Tel Aviv, vers la périphérie, les petites troupes culturelles, etc. Yair Lapid. Yair Lapid parle de budget, il en sait quelque chose, il était ministre des Finances, donc il propose une loi qui augmenterait petit à petit la proportion du budget culturel dans l'ensemble du gâteau budgétaire israélien qui commence, il faut le dire, très bas, à 0,2% uniquement. C'est catastrophique. Et donc, il propose d'augmenter petit à petit. Je me demande s'il va proposer la même chose s'il reprend le ministère des Finances. J'avais lu aussi qu'il y avait augmenté l'éducation aux arts dans les écoles. Oui, je pense qu'il y a une volonté de le faire. Son parti était responsable du ministère de l'Éducation et il y a eu ça. Alors, on continue. Daniel Sheikh, petit tour du programme culture dans les partis politiques. Le Meretz. Meretz, qui est le parti gauche bobo, il faut le dire, très tel-avivien, parle plutôt beaucoup de culture et essentiellement d'augmenter les budgets, de garantir la liberté d'expression sans intervention du pouvoir, etc. etc. C'est un thème récurrent, il faut le dire. Avec aussi un accent sur la culture arabe, la langue arabe, non? Oui, bien sûr. La langue arabe, c'est moins une question de culture, c'est une question du ministère de l'Éducation, mais c'est évidemment une question importante. Bien sûr. Alors justement, on arrive au parti arabe. Alors qu'est-ce que propose le parti arabe? Enfin, s'il propose de la culture, qu'est-ce que propose le parti arabe? Il propose surtout, comme sur bien d'autres sujets, l'égalité des moyens pour promouvoir la culture et l'expression culturelle en langue arabe. Très important. C'est très important, certainement à leurs yeux. Comme dans d'autres domaines de la vie, il faut le dire, il y a encore des disparités dans les budgets nationaux par rapport à la communauté arabe israélienne. Alors, Avigdor Lieberman, vous nous l'avez dit, rien. Avigdor Lieberman, la culture, c'est pas vraiment son truc. C'est pas son truc. Alors, on connaît les prises d'opposition d'une certaine scène artistique israélienne, notamment à gauche, mais ça a eu un coût, c'est un prix à payer. Ça n'a pas toujours été le cas en Israël. Je vous propose, Daniel Sheikh, de regarder ce petit reportage fait par Avri Rosenzvi avec David Gomba. On en reparle juste après. Ces dernières années, en Israël, faire des déclarations politiques, surtout lorsqu'elles ne sont pas en accord avec la majorité, est quelque chose qui peut vous coûter très cher. L'été dernier, l'opération Bordure Protectrice a fait la part belle à de nombreuses polémiques. Orna Banaï, actrice et comédienne, elle a, lors d'une interview, exprimé sa compassion à l'égard de ceux qui souffrent à Gaza. Une remarque qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Un déluge de violences critiques s'en est suivi. La compagnie de croisière Mano, qui a fait appel à la comédienne pour sa campagne de pub, s'est désolidarisée et a annulé son partenariat. Un peu plus tard, Orna Banaï est revenue sur ses propos au cours d'une interview télévisée.
La réalisatrice Shira Geffen, tout comme ses collègues Kiren Yedaya, Nadav Lapid et d'autres, ont présenté leur long métrage au Festival du film de Jérusalem. Ils en ont profité pour signer une pétition appelant au cessez-le-feu. Une pétition également attaquée de toutes parts. Limor Livnat, la ministre de la Culture en personne, s'est fendue d'une déclaration sur Facebook, qualifiant cette initiative, je cite, de scandaleuse. À l'opposé, mais toujours au cours du conflit de l'été dernier, le rappeur Hatzel, l'ombre, s'en est pris aux manifestants de gauche qui manifestaient contre la guerre, incitant ses fans à la violence. Largement condamné par la classe politique et qualifié par beaucoup de pure provocation destinée à attirer l'attention générale. Est-ce toujours à gauche que les artistes s'engagent? Pas forcément. Un exemple, nous sommes en février 2014. Le chanteur Ariel Zilber doit recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière décerné par l'Akoum, la SACEM israélienne. Artiste controversé, Ariel Zilber, autrefois star de la musique laïque, est aujourd'hui devenu ultra-orthodoxe. Son engagement à droite le conduit à tenir des propos homophobes et à soutenir les implantations en Cisjordanie, faisant de lui une personnalité contestée. Finalement, Zilber recevra le prix sous une dénomination différente. On reconnaîtra sa contribution à la musique israélienne. Curieusement, dans ce pays où le moindre événement prend une tournure politique, l'engagement a été plus répandu dans le passé qu'aujourd'hui. Dans les années 1980 et même 90, acteurs et comédiens étaient bien moins réticents à s'engager publiquement. On les retrouvait dans de nombreux clips de campagne. Par exemple, l'acteur et comédien Sefi Rivlin a pris part à de nombreuses campagnes politiques du Likoud. En 1984, les joyeux lurons de Gachacha River ont participé à un clip de campagne du Parti travailliste. Ces engagements étaient plutôt courageux pour ces stars qui, à l'époque, faisaient rire le tout Israël sur une chaîne unique. Même chose pour le comédien Rami Heuberger, star de l'émission satirique des années 90, à Hamishia Kameri. Pour ces élections 2015, on notera toutefois qu'un collectif de people a apporté son soutien au parti de gauche, Meretz. De son côté, le très populaire Moshe Ivgi a publiquement soutenu le Cancioniste, le parti de centre-gauche. Des soutiens qui restent toutefois l'exception à la règle. C'est drôle, Daniel Sheikh, de voir que finalement, c'est récemment qu'il y a une espèce d'impossibilité pour les artistes à s'engager, alors que cela a été dans les années 80. Est-ce que pendant cette campagne, Daniel, il y a des artistes qui se sont rangés aux côtés d'hommes politiques? Oui, qui vous a surpris? C'est vrai que le prix est plus cher à payer parce que la culture est devenue beaucoup plus commerciale et les artistes ont peur de perdre leur public. Mais j'ai fait une petite liste. Moshe Ivgi, on a vu de manière très claire. Rami Kleinstein, c'est un grand copain de Yair Lapid et il s'est donc rangé publiquement. Du côté de la droite, Bibi Netanyahu, il y a eu l'écrivain Eyal Meged, mais aussi Eyal Golan, le chanteur très populaire. De l'autre côté complètement, du côté de la liste unifiée des partis arabes, Nir Baram, qui est un écrivain de gauche, très connu, très bon. Amir Benayoun, on l'a vu dans le reportage, il s'est rangé près de Naftali Bennett, le foyer juif. Noah, qui est connue par notre public en France et en Europe très bien, elle est clairement marquée avec l'Union sioniste. Et finalement, Amos Oz, l'auteur bien connu, il est traditionnellement depuis toujours Meretz. Donc ça, ce sont les engagements des artistes. Daniel Sheikh, je voudrais qu'on parle argent maintenant. Israël consacre 0,2% de son budget à la culture. Il y a eu pendant ces élections 2015 un mouvement spontané qui est sorti, qui s'appelle le mouvement du 1%. Je vous propose qu'on le regarde et qu'on en parle juste après. 2014 a été marqué par un combat culturel en Israël. Une campagne menée par des artistes et des institutions pour l'augmentation du budget culturel, une bataille qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Actuellement, Israël consacre seulement 0,17% de son budget annuel à la culture, une somme très décevante, bien loin de la moyenne des 1 à 3% de la plupart des pays de l'OCDE. Sur Facebook et les autres réseaux sociaux, de nombreux artistes, tous milieux confondus, ont remplacé leur photo de profil par le logo de la lutte pour le budget culturel, 1% for the soul, 1% pour l'âme. Acteurs et célébrités ont également utilisé leur compte Instagram pour appeler à une hausse de 1%. Mais les comédiens ne sont pas les seuls à se battre. Des institutions et des théâtres de renom se sont joints à leur cause, tels que le Cameri, le Centre Suzanne Dalal, Beth Lessine, ainsi que des musées et des compagnies de danse. Parmi les acteurs célèbres participant à cette campagne, Norman Issa, Sasson Gabay, Moshe Ivgi et Esté Zakim ont joué un rôle important en amenant ce combat jusqu'au Parlement. Ils y ont trouvé un allié, le député Amram Mitzna, ancien membre du Parti travailliste, qui a alors proposé un projet de loi en leur faveur.
Les artistes militants ont jusqu'ici utilisé plusieurs stratégies comme comparer le budget culturel israélien à ceux des pays européens ou encore en attaquant l'ancien ministre des Finances Yair Lapid avec des caricatures humoristiques. Une lutte qui a notamment pour objectif d'améliorer la situation des artistes israéliens. Selon l'Union des acteurs, Shaham, au moins 70% des artistes du pays doivent avoir un deuxième boulot pour pouvoir joindre les deux bouts et 64% d'entre eux gagnent un salaire inférieur au salaire moyen. Première réponse officielle de cette campagne, la ministre de la Culture, Limor Livnat, a annoncé que le budget culturel de 2015 serait augmenté de 120 millions de shekels, soit d'environ 24 millions d'euros. Un résultat bien loin de leur objectif des 1%, mais qui marque le début d'une nouvelle ère, une ère dans laquelle les artistes cessent d'attendre et commencent à se battre pour réclamer ce qu'ils méritent. Une réaction très courte. Les pays de l'OCDE, c'est 1 à 3%, et Israël, 0,2%. C'est très paradoxal parce que, comme vous le savez très bien, la culture prend quand même une place très importante dans la vie des Israéliens. Il y a eu des institutions culturelles avant même l'établissement de l'État. Et pourtant, dans les budgets, ça ne se reconnaît pas. Il y a eu toujours d'autres priorités. Et puis, on est resté sur 0,2% et ça a du mal à augmenter. Et donc, il y a toute une culture de dons privés, comme aux États-Unis, où aussi les fonds publics sont très peu, pour soutenir et entretenir les grandes institutions culturelles. Alors, Daniel Sheikh, on va terminer cette émission qui passe à une vitesse colossale. On va regarder par le petit bout de la lorgnette. On a vu quand même que la plupart des candidats n'avaient finalement pas de conseiller de spin doctor, peut-être un seul dans cette campagne, et encore moins de conseiller en look. Alors, on a demandé à une jeune femme, Liat Koppelman, qui est la fondatrice du magazine Golf Style, de porter son regard de fashion police sur la plupart des candidats. Alors maintenant, on commence par Bibi et Bougie. Nous avons un problème en Israël, et pas seulement chez les politiciens. Notre pays est très jeune et les gens ne sont pas tellement intéressés par la mode. Ils ne comprennent pas que ce que vous portez, c'est la première image que les autres ont de vous. Il est très important pour les politiciens. Bibi porte toujours des costumes, toujours de la même couleur. Quand vous regardez Nicolas Sarkozy ou Barack Obama, eux aussi sont toujours en costume, mais ils comprennent la mode. Ils savent que si leur costume est fait sur mesure, ils auront l'air soignés, ça reflètera de l'autorité. Mais quand Bibi ou Bougie tenait par exemple Bougie, ils portent toujours des costumes, mais ils sont toujours trop grands. Il ressemble à un gamin qui a essayé de s'habiller comme un grand. En Israël, ils ne savent pas comment porter un costume. Ils n'achètent pas du sur-mesure. Même les couleurs, on le voit. C'est toujours noir ou bleu avec une chemise blanche et une cravate bleue. Bougie and Bibi, it's black or blue, it's white and ties blue. Oui, la cravate bleue, j'imagine, c'est le drapeau d'Israël. Oui. Attendez, Daniel, ne réagissez pas tout de suite. On va regarder maintenant son avis à Liat Koppelman sur les femmes de cette campagne. Il y a une différence entre Tzipi Livni et Sarah Netanyahou. Sarah est la femme de Bibi, elle peut porter des tenues féminines. Mais Tzipi Livni, elle veut diriger. Donc dans sa tête, dans celle des Israéliens, c'est « si je veux diriger, je ne peux pas avoir l'air d'une femme parce que les hommes ne voteront pas pour moi si j'ai l'air trop féminine. » Donc elle pense que si elle ne met pas trop de maquillage, qu'elle porte des costumes, on le voit en couverture de ce magazine. Elle a l'air très masculine, tout est réfléchi. Ce n'est pas un hasard. J'ai vu Tzipi Livni en vrai. Elle est magnifique. Elle est très mince, elle a un très joli visage. Mais dans les magazines, elle a l'air très... Bah oui, c'est sérieux. Oui, elle ne veut pas de retouches sur Photoshop. Elle prend des poses d'homme, rien de féminin. Sarah, elle, a fait appel à une styliste et elle vient de faire un relooking. Mais Sarah est la femme d'eux. Tzipi Livni est un leader, c'est ça la différence. Stāv Shafir, c'est un autre cas. Elle est très jeune et elle ne veut pas paraître trop jeune, immature. Elle veut que les Israéliens la prennent au sérieux. C'est pour ça qu'elle essaye de porter des costumes. Elle est comme les autres politiciens. Elle veut que les gens pensent qu'elle se fout de ce qu'elle porte. On le voit aussi à sa coiffure, ils ne sont pas... C'est pareil pour ses tenues. C'est comme... Je mets ce que je trouve, je sors comme ça. Parce que je ne m'intéresse pas à des sujets aussi futiles que la mode.
is very, very beautiful woman. Ayelet Shaked est une très belle femme et elle essaye de le cacher parce qu'elle ne veut pas que les gens parlent de son look. Because she doesn't want people to talk about her look. And also the religious people. Par ailleurs, dans le milieu religieux, on apprend étant petit qu'on ne doit s'intéresser qu'à la religion. On ne s'intéresse pas à la mode, pas parce que ce n'est pas viril, mais parce que... Le look, l'apparence, it's not sacred. Exactly. Voilà, tout à fait. Donc elle est très simple, soignée. Tous essayent de se fondre dans la masse, de faire en sorte que les gens ne parlent pas de ce qu'ils portent. Mais dans le monde, tout le monde comprend l'importance d'avoir un bon style. Le style, c'est pas l'argument majeur de cette... C'est important, je suis d'accord avec cette femme. Ce n'est pas tout à fait juste ce qu'elle dit sur Je savais que vous alliez réagir. Parce qu'elle se fait conseiller. Ce n'est pas vrai qu'elle ne se fait pas conseiller. Bon. Merci beaucoup Daniel Sheikh d'être venu nous apporter vos lumières sur ces campagnes. On souhaite bonne chance à votre parti. Merci.